Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Deuxième news aujourd'hui, l'incroyable percée d'un trader devenu une baleine crypto en 5 mois. On nous dit que plusieurs investisseurs, pour plusieurs investisseurs dans leur histoire que la crypto est généralement celle d'un échec cuisant, parfois d'une ruine absolue. Le monde de la crypto, c'est pas facile. Et c'est le temps. Le temps est une donnée extrêmement importante. Quelqu'un qui achète, qui fait n'importe quoi, bon, sauf s'il va sur un projet qui tombe à l'eau, mais qui achète un projet qui est pas à l'eau, qui achète une grosse crypto, une grosse cap qui est là, Bitcoin, Ethereum, du BNB, du Cosmos, du Chainlink, du DOT, tu vois, dans le top 20 crypto, même si tu te prends un bear market atroce, si tu es patient, que tu attends théoriquement, tant que le projet est vivant, ça devrait aller bien. Après, si tu vas sur un projet vraiment où le projet meurt, adios. Donc, c'est compliqué. La patience est extrêmement dure dans le marché financier, surtout quand tu connais pas, que tu penses que ça y est, tu veux faire de l'argent rapidement, et rien n'est rapide malheureusement. Et donc, on a Nova, un analyste crypto qui a révélé samedi 27 mai l'histoire d'un trader devenu une baleine crypto en 5 mois. Pour rappel, donc une baleine désigne un utilisateur qui détient seul une part colossale de crypto, en tout cas suffisamment grande pour avoir de l'influence sur le cours, en gros. Et donc, si ce trader devenu une baleine a piqué la curiosité de l'analyste Nova, c'est justement parce que il est un individu lambda, comme tout le monde. Il est trader, mais encore un trader tout à fait moyen qui ne s'est lancé dans les cryptos qu'en janvier 2023. Et quoi? Depuis janvier 2023, devenu une baleine? C'est la folie. Donc, la première chose que l'on peut voir, alors, il y a ici son espèce de numéro de wallet, 0x, machin. La première chose qu'on peut voir, souligne l'analyste Nova, c'est que tous les investissements qu'il a réalisés sont profitables. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas connu des échecs, mais on s'aperçoit, explique analyse, que les échecs sont bien gérés. Après, il est arrivé en janvier, et depuis janvier, on est passé de 15 à 30. Donc, depuis janvier, c'est un mini bull run qu'on a. Un mini, on a fait x2. C'est mini, on va dire. La deuxième chose qui fait remarquer Nova, c'est que le trader applique rigoureusement un principe simple. Ne jamais détenir les cryptos sur long terme. En partant, tous les gains réalisés sont automatiquement retirés pour être investis ou utilisés à d'autres fins. Donc, en gros, il achète, dès qu'il fait des gains, hop, il vend, il prend ses gains, il met autre part. Donc, grâce à cette stratégie de gestion de profit, ce trader a pu gagner plus de 400 000 balles en 4 jours. Ceci pour un investissement initial de 35 000. Alors, je pense que c'est en 4 mois, pas 4 jours. Hein. Avec un investissement initial de 35 000 balles, tu vois. Son portefeuille pèse actuellement 578 000 $ pour seulement 12 000 $ de perte. Et donc, il y a beaucoup de baleines sur le marché, mais toutes ne sont pas nécessairement de bons traders. Une personne riche peut remplir son portefeuille de crypto, détenir un solde énorme, mais rester un piètre trader. Et lui, il est bien. Comme quoi, ça fait rêver. Des fois, il y en a qui réussissent. Est-ce que vous connaissez Curve, l'exchange décentralisé? Moi, c'est un de mes écosystèmes préférés, tout ce qui tourne autour de Curve, depuis un petit moment maintenant. Et Curve, en fait, ils ont un fondateur qui est très riche, en fait. Il a gagné beaucoup d'argent avec Curve, Michael Egorov. Là, c'est le moment un peu potin, on va dire, mais c'est intéressant de voir ça pour comprendre, en fait, là où il y a vraiment de l'argent à se faire dans la crypto, et ceux qui se font le plus d'argent dans les crypto-monnaies, c'est souvent, en fait, les fondateurs des projets, ceux qui lancent des projets, vraiment les builders. Et Curve, et le CEO de Curve vient d'acheter avec sa femme en Australie un manoir qui vaut dans les 40 millions de dollars. Voilà, on va passer les détails de tout le manoir. Vous avez une image, je pense, qui représente tout ça. Voilà, ça fait rêver. Et en fait, on savait qu'il était riche. Il y avait son adresse Ethereum qui circulait, etc. Donc, on savait un peu. Mais là, concrètement, on peut voir que, voilà, il y a pas mal d'argent à se faire dans la finance centralisée. Certains le font. Et je pense pas que ça soit, on va dire, je pense honnêtement, ça c'est mon point de vue personnel, je pense qu'il y a plus de chances d'être riche dans la crypto en lançant des projets qui créent de la valeur pour le public que en investissant sur des shitcoins. Après voilà, c'est compliqué, tout le monde ne peut pas build un projet, et c'est bien de garder ça en tête, je trouve, de se dire, oui, les builders au final, s'ils créent des choses qui ont un intérêt, ils sont récompensés. The Block nous dit quoi? Arthur Hay prédit une année 2023 volatile suivie d'un fort rallye du Bitcoin. Alors lui, il voit ça pour 2024, je crois. Il voit une bonne hausse pour 2024, comme beaucoup. Hein. Il y a le halving qui va arriver, donc tout le monde a à peu près les mêmes pensées. On connaît déjà les scénarios qu'il y a eu dans le passé. On sait déjà comment ça s'est comporté. Hein. Donc là, c'est facile de dire, imaginons que même si ça se comporte pas aussi bien, eh bien que ça va quand même pas trop mal
se passer, donc automatiquement on va monter. Hein. Donc là, l'analyse, elle est quand même relativement simple. Mais on doit toujours se méfier, hein, parce que c'est pas parce que des choses se sont produites dans le passé qu'elles peuvent encore se produire aujourd'hui. Hein. Alors il peut y avoir aussi un phénomène de FOMO, hein, d'un seul coup, parce qu'on le sait maintenant, on se prépare à ça. Donc beaucoup de gens attendent, moi autour de moi, beaucoup de gens attendent ce moment-là pour rentrer dans la crypto. Vous voyez, tout le monde peut faire un peu FOMO. Alors le grand piège qu'il peut y avoir là-dessus, c'est que de nouveau, ça refasse un bond. Lequel, quel niveau, quel pourcentage, j'en sais rien du tout, je suivrai le marché, parce qu'encore une fois, c'est toujours le marché qui a raison, et nous, quand on est trader, quand on n'est pas trop mauvais trader, on suit les marchés, nous, on décide pas pour le marché, on le suit, on fait en conséquence, et on se débrouille avec, vous voyez, on fait nos mayonnaises, on fait tout ça, et on voit. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que tout le monde soit un peu FOMO, d'un seul coup, donc ça va monter. Sûr, mais est-ce que ça va tenir la hauteur? Est-ce que ça va pas, boum, d'un seul coup, retracer en arrière? C'est là où il y a gros problème et c'est là où il faudra faire attention et c'est là où surtout, je rappellerai à longueur de temps, on prend toujours des profits, hein, ou une partie ou quoi que ce soit si vous n'avez pas confiance entièrement, mais il faut prendre des profits, hein, c'est important. Lorsque nous investissons dans la crypto-monnaie, adoptons l'approche du fermier DCA. Semons régulièrement, récoltons patiemment et laissons le temps faire son œuvre. En crypto, les périodes de sécheresse appelées bear market sont courantes et régulières. Elles peuvent être plus ou moins longues et intenses. En répartissant votre capital pour investir régulièrement, vous obtiendrez des résultats à long terme. La méthode DCA, Dollar Cost Average, offre une approche prudente et stratégique pour investir dans la crypto-monnaie. Elle consiste à acheter régulièrement une quantité fixe de crypto, quel que soit son cours. Tout comme le fermier qui sème régulièrement pour assurer des récoltes constantes, cette méthode permet de réduire les risques liés à la volatilité du marché et de profiter des opportunités. Alors, déjà, vous allez voir donc ici dans la première page, vous allez voir donc plein de comptes Twitter avec ici leur nombre de followers, ici les tokens qui ont été mentionnés donc par ce tweetos, avec les performances si on dit qu'on a acheté tous les tokens. Donc on peut voir qu'on a 2,9, 51 et 166. On peut voir ici token performance after tweet. Donc ici vous avez un peu, on va dire une barre avec à chaque fois donc les tokens plus quand ils ont été mentionnés. Si on clique dessus, on va avoir un peu plus de détails sur cette personne. Donc par exemple ici on peut voir qu'il a mentionné donc Wall Street Bet. Et si vous l'avez écouté, je crois que vous aurez eu un 540%. Ici, vous aurez eu un moins 85%, etc., etc. Vous allez avoir des détails donc sur chaque token que chaque compte Twitter a mentionné. Vous avez plein de comptes Twitter. Hein, je pense qu'il y en a que vous connaissez déjà. Il y en a qui sont assez connus comme Blockmate, Chatcaf, etc. Donc là, c'est vraiment à vous de voir un peu. Donc, ce qui est pratique, c'est par exemple Defimoshi qui est assez connu. On peut voir quand il a mentionné les tokens et est-ce que ce qu'il présente est assez rentable ou est-ce qu'il faut l'écouter sur des tokens, etc. Alors n'oubliez pas, hein, tout ce que je parle là, c'est vraiment des gènes, dans le sens que il faut faire attention parce que il y a beaucoup de on peut voir par exemple Trader Roshi que je connais pas, il présente énormément de tokens chaque jour quasi. Donc si vous achetez tout, c'est sûr qu'à la fin vous allez pas être rentable. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'être au courant un peu des dernières news au niveau des tokens qui sortent et peut-être que ce genre de compte Twitter vont vous les donner. Dubaï, ce qu'ils sont en train de faire, c'est les gars, franchement la crypto c'est un peu flou, c'est un peu le bordel. Venez, on s'unit, venez, on fait une régulation, mais tous ensemble. L'ennui, c'est que l'imposition, les lois et tout ce qui s'ensuit, c'est pas les mêmes, tu vois, dans tous les pays. Ce qu'on voit, c'est que l'Europe bégaye un petit peu et peine à se mettre d'accord sur les principes. Et on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, ça avance, mais il y a quand même pas mal de zones d'ombre. T'as les États-Unis qui font carrément marche arrière, qui ont un peu laissé faire et qui aujourd'hui, ça sert un petit peu la vis. Donc, tu as Dubaï de l'autre côté qui, eux, se disent, écoute, nous, on va faire des réglementations assez sévères, poussées en protection de l'utilisateur, mais on va lancer effectivement le programme avant les autres. Et donc, on va le mettre au devant de la scène et on invite tout le monde à se rallier finalement, vu que c'est les premiers, si tu veux, à essayer de mettre tout à plat. Ils invitent les acteurs à leur faire confiance et les différents gouvernements, quoi. C'est tout à leur honneur. Maintenant, comment ça se passerait ? Tu vois, parce qu'un truc tout con, en France, la flat tax c'est 30%. À Dubaï, tu payes pas d'impôt sur la crypto, donc est-ce que ce serait au cas par cas ? Est-ce que... Non, mais t'appliques les règles qui sont, je veux dire, la base, ça va être de se mettre d'accord sur un truc global. Bon, est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord ? Ça m'étonnerait. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que Dubaï, c'est les précurseurs qui se mettent, et qu'ils encouragent tout le monde à venir chez eux quand tu sais que les États-Unis, eux, de leur côté, en ce moment, bloquent. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Mais quid de dans 5 ans ? Est-ce que ça sera toujours de Dubaï la terre promise ou
ou autre chose, je peux pas te dire. Dubaï, c'est la terre promise aujourd'hui parce que c'est un peu le bordel ailleurs. Donc du coup, Dubaï saisit la balle au bon, tu vois, et dit aux gens, venez chez nous, on est un peu plus cool. Sauf que là, ils sont en train de dire, on est cool, mais va falloir réguler le délire, parce que le truc, c'est qu'ils constatent aussi qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de gens qui font, je l'avais vu sur l'article, en gros, sous une entité, il y a plusieurs activités différentes, et ça peut la poser publication problème. est prévue pour cette année, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est axé sur la sécurité des utilisateurs et les réglementations. Donc ils vont, je pense, pas rigoler avec ça. Mais ça sera un gage de sérieux derrière. Alors j'espère que ça sera pas quelque chose qui étouffera les projets ou quoi. Je pense pas, puisque une fois de plus, ils attirent chez eux. C'est bien qu'il doit y avoir des arguments qui sont bons. Mais ça passera pas sans la sécurité et sans la protection, quoi. Surveillance des activités également et tout le reste. Je trouve ça très bien. On va regarder ça de loin, comme d'habitude. Exactement. C'est de bon augure pour la suite. Est-ce que Ledger pourrait donner nos informations personnelles au gouvernement? Et tu te doutes bien que la réponse est oui. Bien entendu, le gouvernement ne peut pas demander ces informations sans raison, mais le fond reste qu'en cas de problème, nos informations liées à nos comptes seront transmises. Enfin, le dernier risque que je vais développer est celui du backdoor. Le code utilisé par la société Ledger n'est pas open source, par conséquent, nous ne pouvons pas réellement savoir ce qu'il se passe dans notre device. Et cette dernière feature, qui serait déjà implémentée dans les Ledger Nano X et Stacks, en est bien la preuve. Les appareils utilisent une technologie de pointe avec un lot de Secure Elements et mettent en œuvre plusieurs contre-mesures contre les attaques. Cette technologie utilise également une Root of Trust afin de rendre le dispositif fiable et sécurisé. Comme le mentionne Ledger, ce savoir-faire est protégé par les droits de la propriété intellectuelle des différents fabricants. C'est pourquoi il ne sera pas possible pour Ledger d'être entièrement open source. Suite à tout ça, Ledger a décidé de faire machine arrière sur cette fonctionnalité et vient de sortir une roadmap qui montre clairement une volonté de la firme française d'être totalement transparente envers ses utilisateurs. Dans cette roadmap, on observe que beaucoup de fonctionnalités sont déjà open source, comme le SDK et plus de 150 applications. Le white paper de Ledger Recover devrait arriver très prochainement. Ledger a aussi annoncé que la fonctionnalité ne serait pas disponible avant la sortie de ce fameux livre blanc. D'autres outils arriveront dans les semaines à venir. Il faudra aussi attendre plusieurs mois pour voir enfin un open source quasi total. Hyper intéressant, c'est que CZ continue à pas mal tweeter sur ce qu'il est en train de se préparer en Chine, et il nous parle d'un white paper from the Beijing Government Tech Committee, daté du 1er juin, donc intéressant, une espèce de document officiel qui devrait sortir bientôt, et ça c'est ultra bullish. Honnêtement, on n'est peut-être pas prêt à ce qui arrive avec la Chine, et donc c'est une très très bonne nouvelle, surtout dans le contexte actuel. D'un côté, aux États-Unis, les Américains font tout un fromage autour du relèvement, ou pas, du plafond de la dette, ce qui semble laisser penser que la dette est un problème important. Et de l'autre côté, en France, personne ne parle de la dette, comme si c'était quelque chose de banal. Bah oui, ma brave dame, les dettes ça monte, mais c'est pas grave. Bon, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ne le dit pas tout à fait comme ça. Sur BFM, il a dit que la dette est un problème et qu'il faut accélérer le désendettement d'ici à 2027. Mais en même temps, lorsque l'on lit l'article, son objectif c'est de contenir le déficit public à 3% du PIB. Ce qui semble peu en réalité, mais lorsque l'on sait que les recettes de l'État c'est de l'ordre de 250 milliards d'euros, eh ben ça fait un trou annuel de 36%, pas de 3%. Donc retenez que lorsque l'on vous dit nous allons contenir le déficit annuel à 3%, cela veut dire notre objectif ultime c'est de contenir notre déficit à 36% de notre budget. Personnellement, je trouve que ça sonne pas pareil, et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, la dette n'est pas un sujet important pour de nombreux gouvernements comme la France. Car quand on parle de se désendetter, cela signifie en réalité s'endetter toujours plus, mais éventuellement un peu moins rapidement dans le meilleur des cas. Alors parlons du cas des États-Unis où la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, qui est dans le camp du président Joe Biden, se bat comme une lionne dos à dos avec son président pour convaincre l'opposition républicaine de valider une augmentation du plafond de la dette afin de sauver les États-Unis d'un défaut de paiement qui aurait tout un tas de conséquences catastrophiques en cascade. Et j'exagère pas, hein, regardez ces titres. Le spectre du chaos pour Le Matin, journal suisse. Menace sur l'économie mondiale pour France Info. Comment cela pourrait dévaster vos économies pour Forbes. Risque d'effondrement économique pour le New York Times. Ouais, ça envoie du lourd quand même. Mais alors de quoi s'agit-il ? Aux USA, il y a un plafond de la dette fixé à 31,4 trillions de dollars. Oui, c'est beaucoup de sous. Et lorsque ce plafond est atteint, il y a deux solutions.
Soit les USA doivent couper leurs dépenses pour arriver à vivre avec ce qu'ils rentrent comme impôts, soit ils négocient avec l'opposition pour relever le plafond de la dette. Sachant que le déficit américain se balade à environ 5% du PIB avec des pics de plus en plus fréquents à 10% selon les années, mais n'en parlons pas. Soyons sympas et admettons un déficit chronique de seulement 1500 milliards de dollars par an. Du coup, cela nous fait un déficit par rapport aux rentrées fiscales d'environ 30% les bonnes années, entre guillemets, puisqu'en 2021, on était plutôt aux alentours de 70%, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Donc, en cas de non-relèvement du plafond de la dette, les USA devraient couper grosso modo un tiers des dépenses de l'État. Bien entendu, cela entraînerait le pays dans une spirale déflationniste du tonnerre de Dieu qui provoquerait une récession digne des années 30, ce qui rend ce scénario hautement improbable, disons-le tout de suite. Reste alors la deuxième solution, relever le plafond de la dette. Maintenant, quand on va regarder l'accord qui a été trouvé entre McCarthy et Biden par rapport tout simplement au plafond de la dette, et c'est peut-être plutôt cet article-là, voilà, qui va nous dire ce qu'il se passe. Globalement, c'était un petit peu un jeu du chat et de la souris entre Biden et McCarthy. Le plafond de la dette est plus ou moins fait pour ça. Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor, donc qui s'occupe plus ou moins de l'actif passif, on va dire, des États-Unis, avait dit attention, autour du 1er juin, on aura des soucis. Finalement, elle s'était un peu ravisée. Elle avait dit potentiellement qu'on peut tenir jusqu'au 5 juin. Et en l'occurrence, ici, un accord a visiblement été trouvé hier. L'accord nous dit que tout ce qui n'est pas des dépenses de défense, hein, donc militaires, devra rester flat pendant toute l'année 2024. Donc pas de nouvelles dépenses, on reste sur les dépenses qui sont déjà existantes. Et qu'ensuite, elles pourront augmenter d'1% l'année suivante. Et que ensuite, elle sera plus ou moins libre, entre guillemets, suspendue jusqu'à la prochaine élection en janvier 2025. Concrètement, ça veut dire que le budget de 886 millions pour la défense, 886 milliards pour la défense va continuer à être tel quel. On ne fait pas de nouvelles dépenses de ce côté-là. Et les 704 pour tout ce qui est non-défense des États-Unis, eh bien, lui, pour le coup, devra rester flat également. Ce que ça veut dire également, c'est que l'année prochaine, il faudra que soit approuvé par le Congrès 12 factures de dépenses, on va appeler ça comme ça, pour vérifier un petit peu que tout ça est bien respecté. Et dernière chose, la croissance du budget fédéral ne pourra augmenter que de 1% pendant les 6 prochaines années, donc jusqu'à mais par contre ce système-là pourrait être encore renforcé au début de 2025. Donc tout ça nous laisse assez peu de temps pour que le projet passe jusqu'au 5 juin. Entre maintenant et le 5 juin, il doit passer d'abord devant la Chambre des représentants et ensuite devant le Sénat. Visiblement ce projet va être voté, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Concrètement, on peut estimer que c'est un petit peu Biden qui a perdu la partie parce qu'au départ il voulait pas du tout s'asseoir à la table des négociations sur ce type de base, on va dire, de négociation, et finalement le temps approchant, eh bien c'est plus ou moins McCarthy qui l'emporte, en tout cas sur cette idée que des nouvelles dépenses ne doivent pas être engagées. Donc ça met un petit peu une épine dans le pied de Biden pour la fin de son mandat, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, il y a des choses qu'il avait prévues et qu'il ne pourra pas faire. On aura au niveau des chiffres économiques aujourd'hui, d'ailleurs, on aura la confiance du consommateur en Europe. C'est pas sûr que ce soit euphorique, hein. On se souvient de la semaine dernière où tout le monde était surpris de l'ambiance pourrie qui régnait en Allemagne. On aura le COF et le PIB en Suisse pour dire qu'il y en a point comme nous parce qu'ici il y a moins d'inflation et que tout va bien contrairement au reste du monde. Et puis aux États-Unis, on aura les chiffres de l'immobilier et le Dallas Fed Manufacturing Index. Voilà, pour l'instant, donc tout a l'air de bien commencer en ce début de semaine. Et les chiffres trimestriels sont terminés. Le PCE, on l'a passé à l'as parce qu'on était trop occupé pour l'histoire du plafond de la dette. Et puis cette semaine, on va se concentrer bien sûr sur les non-farm payrolls qui arriveront à la fin de la semaine. Alors il faut se souvenir quand même que la Fed va prendre une décision le 14 juin en se basant sur le PCE à 30%, sur les non-farm payrolls
à 30% et à 30% sur le CPI qui devrait être publié plus ou moins à la veille du meeting de la Fed. Donc grosso modo, on est dans une phase où on va devoir se reconcentrer sur l'inflation, mais avant toute chose, on va quand même attendre le vote du Congrès au cas où il nous ferait une petite surprise. Mais franchement, quand on voit la forme resplendissante des marchés et la motivation des investisseurs et la sérénité que Wall Street nous présente aujourd'hui, eh bien, ça se présente plutôt pas mal et on a l'air relativement confortable. Pourvu que ça dure, même s'il y a 2-3 points noirs qui semblent qu'on a tendance à cacher sous le tapis pour éviter de jouer à se faire peur. Le dollar qui remonte, malheureusement, qui continue son ascension, donc ouais, c'est un peu dommage. C'est con parce qu'on avait vraiment un plus bas ici, un gros range sur le plus bas, et ça, généralement, c'est quand même signe d'une cassure. Par contre, c'est pour moi quasiment sûr que si on y retourne, là, on va sans doute casser, hein, ça fera un 3e retest si on considère tout ça comme un seul. Mais là, ça qui nous fait un petit peu chier, à voir un petit peu en hebdo si on va valider un double bottom ou pas. Si on valide un double bottom ici, celui-là, on va le sentir passer, je pense. On va le sentir passer fort sur les cryptos. Mais pour l'instant, il n'y a rien, donc pas la peine de s'affoler quand il n'y a rien. Mais effectivement, le dollar remonte beaucoup malheureusement. Donc affaire à suivre. Donc on va commencer par le daily. On va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Voilà. Donc on a essayé, après avoir travaillé la Tenkan, de casser la Kijun. On a fait un léger fake out pour l'instant, puisque la bougie n'est pas clôturée. Donc pour l'instant, c'est un petit fake out. Donc on a clôturé légèrement dessus, mais la bougie de validation n'a pas voulu valider. Donc on repart à la baisse. On a du support sur la Tenkan aux 27 000 $. Mais voilà, on repassera également sous le nuage. Ce qui sera une double confirmation bearish. Si on casse la Tenkan, eh ben, non seulement on sera sous la Tenkan comme ici, mais en plus on sera sous le nuage. Donc on sera bearish. Totalement bearish, puisque la lagging span est également sous le prix. Vous voyez que il n'y a pas seulement la Kijun qui a fait résistance, il y a également le prix, puisque la Tenkan est sous le prix. On a été rejeté pile poil ici par le prix. Donc pour repasser bullish, il faut bien évidemment repasser au-dessus de la Kijun, repasser au-dessus du nuage, donc des 29 000 $, et également que la lagging span repasse au-dessus du prix et au passage de la Tenkan et de la Kijun. Voilà, donc pour l'instant, on est plutôt neutre. Si on recasse globalement les 27 000 $, on repassera plutôt bearish. Alors, on sera totalement bearish, excusez-moi, en daily. Et si par contre on repasse les 29, grosso modo les 29 000 $, on repassera totalement bullish. L'analyse plus approfondie niveau Binance, on a un funding qui est tout de même positif sur le long terme, donc ça commence à être tout de même dangereux à ce niveau-là, comme je voyais sur mon chart avec vous, de l'intérêt. Niveau Binance, on liquide quand même des stop vendeurs ici, là. Puis on voit que niveau ratio de position, donc les longs ont des positions qui sont plus importantes que les shorts, mais on a une diminution en fait des longs ici. Fait qu'on a moins de longs, plus de shorteurs, mais des positions plus fortes au niveau des longs que les shorteurs. Fait qu'on voit tout de même que à long terme, ce qui pourrait se produire, c'est qu'on aurait des stops qui s'accumulent en dessous de ces positions-là. Rendu là, est-ce que si on y retourne, il va y avoir encore assez de pression pour défendre le prix de descendre, en fait? C'est ça, pour empêcher le prix de descendre. Que comme un peu ce qu'on a vu là. On va voir ça avec le temps. Du coup, pour le ruban, voilà, comme je vous l'ai déjà montré dans le passé, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce cas-là, c'est que, vous voyez, là, dès qu'on le perçait, hop, pullback dessus, puis dès qu'on était repassé en dessous, puis après on avait pu le percer au-dessus, vous voyez, gros signal d'achat, puis le momentum était revenu, voilà, tous les volumes acheteurs, puis on avait pu repartir à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, hop, on le tient, on repasse en dessous, et rappelez-vous là, exactement ce que je disais là durant la semaine, le moment crucial, ça va être le moment où on va soit le casser, soit se faire rejeter. Donc on venait le tester légèrement, mais c'était léger, hop, on vient le tester, on se fait rejeter, mais c'est pas vraiment un rejet, c'est un petit rejet qui n'est pas assez conséquent, et là, vous voyez, paf, petite percée. Ce que j'expliquais en intro, à mon avis, là, sur la bougie qu'on a fait l'autre jour, on devait être sur du 5-6%, c'est ça à peu près 6%. Et là, au total, on a dû atteindre les 10%. Voici ça, bon, on est pile sur 10%, quelle précision incroyable. Et du coup, voilà, c'est pas des mouvements qui sont ultra volatiles, mais ça suffit pour faire changer un peu la tendance qu'on a actuellement en daily, surtout avec le peu de volatilité là qu'on avait durant les dernières semaines. Donc très intéressant, parce que là, du coup, on se retrouve dans une situation un peu comme celle-là, où on repasse au-dessus du ruban, du coup, on repasse du côté voilà, des acheteurs, le ratio long short se rééquilibre, on est pas mal du tout. Du côté des volumes, c'est pas encore exceptionnel, c'est même pas très cool, hein, c'est même pas très bien. Pourquoi aussi?
aussi, parce que forcément, quand on a eu le pump très étonnant, d'ailleurs, on a eu le pump dimanche, les gars, on a eu un pump dimanche qui est quand même assez inhabituel en général. En général, c'est plutôt début de semaine, même fin de semaine, juste avant le week-end, mais rarement le week-end. Et du coup, on n'a pas des volumes qui sont extraordinaires pour l'instant. Donc ça, je me méfie. On va continuer à regarder durant les prochains jours. Et là, du coup, le top du top, en fait, on dit comme d'habitude, dès qu'on a le ruban ici, qu'on arrive à le percer à la hausse, le top du top, c'est de venir faire un pullback dessus pour hop, repartir. Ça, c'est vraiment mieux. Ça arrive pas tout le temps, comme on l'a vu ici, mais vous voyez, là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement aujourd'hui. Vous voyez, paf, on le perce, et là, on vient faire un pullback dessus pour éventuellement repartir. Ça, ce serait le top. Mais non, voilà. Ce qu'il va regarder aussi avec, c'est les volumes que j'expliquais. Et dernière chose que j'expliquais par rapport à cet indicateur-là, attention, soyez prudent, que j'expliquais avec le ratio long short, c'est pas une certitude, c'est-à-dire que là c'est très bien parti parce que voilà, on le casse, on a une belle bougie de break à la hausse, on a un pullback qui est en train de se faire qui est pas trop mal, on attend les volumes, si on a les volumes ça va être bon signe, mais c'est pas parce qu'on a tout réuni que tout est parfait que forcément ça va casser la hausse. Et j'ai plusieurs exemples que je vais pas vous montrer maintenant, mais pour aller checker de votre côté, ou dans le passé en fait, durant 2019, durant 2020, où on avait des percées comme ça en daily, on arrivait à casser le ruban au niveau de la hausse, mais voilà, dans 5% du temps, quoi, rarement, et ben au final, au lieu de faire pullback puis de repartir comme c'était prévu, en fait on réintégrait le ruban et on faisait un truc un peu dégueulasse, un peu comme ça, quoi, et on réintégrait dessous. Bon, en l'occurrence, c'est le BTC que je compare au Nasdaq. Et là-dessus, ce qui est très intéressant de voir, c'est que on a quand même des patterns qui sont en train de se mettre en place. Quand on prend un petit peu de recul, ici, on voit qu'on a bien une impulsion baissière avec un retracement structurel qui est en train de se faire. Ok, on tire une extension de Fibonacci, on voit quoi? On voit le 1,1. 1,1 qui se trouve à 1,3 de ratio et qui est pile poil la zone qui a été donnée sur le 14 novembre 2022. D'accord? Ça sous-entend que c'est l'arrêt de la tendance baissière qui s'est donné par rapport à l'impulsion baissière, donc qui avait commencé en fin 2021, où on avait une sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Et on voit qu'on a bien ici un Swift qui s'est effectué avec une surperformance du BTC par rapport au Nasdaq depuis cette période-là. Donc on a un BTC qui est en surperformance jusqu'à mi-avril. Et depuis mi-avril, on est globalement dans une forme de retracement, ici. Donc ça sous-entend que là, on a bien fait un break-off structure, on est bien en train de structurer dans une partie hausse, on a retesté ici un order block effectif, et globalement, on est en train d'aller retracer. Donc c'est normal d'avoir une sous-performance, techniquement, de BTC par rapport au Nasdaq, parce que techniquement, dans l'analyse chartiste pure, dans l'analyse technique pure, on est en train d'aller chercher des zones de liquidité, on a un order block en dessous qui se trouve là, pour pouvoir après structurer de cette façon-là, et repartir à la hausse. Donc là, on aurait bien ici quoi? On aurait aussi, pour ceux qui font du chartisme classique, des W qui se mettent en place, avec une rupture et une cassure haussière. Donc ça sous-entend aussi une continuité de la sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Ah, oui, mais aussi, ça expliquerait pourquoi on est un BTC qui, justement, range actuellement. Pour moi, j'ai tendance à vous dire que, heureusement que le Nasdaq surperforme. Si le Nasdaq ne surperformait pas, pour moi, on serait déjà beaucoup plus bas. On serait déjà allé retester les 23 000, voire 24 000, les 618 avec 24 000, voire peut-être même plus bas, les 22 000 au 786, parce que pour moi, le Nasdaq est en train de nous tenir. Êtes-vous convaincu que le bottom de Bitcoin à 15 000 $ est définitif? Oui, nous irons dans les prochains mois vers un nouvel ATH. Non, avant un nouvel ATH, Bitcoin cassera d'abord les 15 000 $. Donc grosso modo, on peut partir que c'est du 70-30 ou du 75-25. En somme, on est assez convaincu à l'heure actuelle que le bottom est fait. Bon, moi je me rappelle très bien, pour être tout à fait honnête avec vous vis-à-vis de... Alors oui, plus le temps avance, plus on a une forme de réciprocité par rapport à la cyclicité, et on a probablement raison de le jouer. Honnêtement, il ne faut pas non plus chercher... Il faut pas se mettre martel en tête, il faut essayer de garder des choses relativement simples, essayer de simplifier le plus possible nos stratégies respectives. Bon, ici, on n'était pas sûr que c'était le bottom, pour être tout à fait honnête avec vous. On était encore très... comment on dit, très impacté par toute cette nonchalance et ce désintérêt le plus total sur les crypto-monnaies. On avait vécu, pour beaucoup avec vraiment capitulé. On parle d'une réelle capitulation, pas forcément des faillites ou des big boys ou des Celsius, etc., qui pensaient à des super cycles complètement fous, AC3, etc. Bon, peu importe. Mais dans l'idée, on était, me semble-t-il, peut-être moins bullish là-dedans. Enfin, c'est une certitude absolue qu'on était beaucoup moins bullish ici que nous le sommes actuellement. Voilà, ça, on peut éventuellement se l'accorder. Je pense qu'on est à peu près dans le... Bon, ça peut être presque kiff-kiff, mais vous comprenez un peu l'idée. On n'était pas convaincu
que ici c'était le bottom de marché. Moi je me rappelle en fait par rapport, mais on était moins nombreux aussi, donc est-ce que c'est biaisé? Je me pose un petit peu cette question, c'est loin dans mon esprit. J'ai essayé de retrouver des vidéos de Crypto Fanta ou de Field Pro Indicator par rapport à est-ce que c'était le bottom de marché, c'est le bottom de marché. Bah je vous le dis, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je retrouve des vidéos un petit peu de là-dedans, pour essayer de m'en imprégner, puisque ce sont des influenceurs qui sont historiquement présents sur la toile depuis très longtemps, et notamment sur YouTube, honnêtement, il n'y avait pas de « on est sûr que c'est le bottom ici ». Voilà, au moins je vous le dis en toute franchise. Or, actuellement, on a bien l'impression qu'on est assez convaincu que ce soit le bottom. Alors, c'est peut-être un retracement pullback, donc c'est un plus bas historique et on ne reverra jamais sous les 15 000 $, etc. Ouais, mais voilà, je dis toujours la même chose. Plus on va avancer vers le nord, et plus on va en fait s'éloigner de cette possibilité d'aller voir des plus bas. Bah moi, à quel moment je vais dire « Ok, ce sont des bottoms définitifs », j'en fais rire plus d'un quand je dis ça, c'est quand on fera un nouvel ATH. Voilà. C'est à ce moment-là où moi je suis sûr que les bottoms sont faits. On va parler de Peter Schiff. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Peter Schiff, mais l'essentiel à savoir, c'est que c'est un économiste très reconnu dans le milieu. Il a effectivement sa propre chaîne YouTube avec son bulletin d'infos, et il est suivi quand même par 500 000 personnes. Il est très actif, tout ça, mais il est surtout connu pour sa haine du Bitcoin, puisque en effet, ça fait des années qu'il proclame haut et fort de partout que Bitcoin est un Ponzi, et que en gros, finalement, tout ce qui touche aux crypto et aux NFT, c'est de la bouse. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un communiqué de sa part qui met en fait en avant une collection NFT sur Bitcoin en plus. Alors, soi-disant, du coup, c'est un pote à lui qui s'appelle Market Price. La collection sera mise en vente aux enchères à partir du 2 juin, donc sur du coup les NFT ordinaux. Et c'est juste complètement fou qu'ils mettent en avant ça. Donc, allez lire les commentaires. Franchement, vous allez trop rigoler parce que les gens s'en donnent à cœur joie. Ils disent voilà, Peter, t'as été hacké. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que Peter Schiff, il a pas vrillé du jour au lendemain. Il n'est pas devenu pro Bitcoin. Et en effet, ça se révèle dans une réponse qu'il a faite à un commentaire. Je vous cite du coup la question. Donc, un mec a dit, donc alors, il est utile de mettre vos inscriptions or sur Bitcoin, donc inscrire un NFT sur la blockchain Bitcoin via les ordinaux, mais par contre, le Bitcoin lui-même n'a pas de valeur, et il répond oui. Parce que en fait, il est toujours convaincu que Bitcoin ne sert à rien et que c'est un Ponzi, mais à contrario, il est aussi convaincu de l'utilité des NFT, notamment en fait dans l'authentification et le suivi des NFT pour être sûr qu'un truc est bien unique au niveau digital. Et du coup, c'est assez intéressant finalement comme point de vue. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que on continue à cracher sur Peter Schiff ou est-ce qu'on le pardonne un petit peu parce que finalement il est un petit peu copain avec les NFT? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez donc Roland Garros. J'ai cru voir que Wimbledon aussi s'était ajouté dans la liste des partenaires de Bollman. Est-ce que tu prévois d'utiliser aussi toi ta place de figure quand même du tennis pour aider à développer, peut-être ajouter d'autres tournois au circuit virtuel? Oui, pour l'instant on arrive bien, mais encore une fois, on se bat justement pour continuer. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but de développer, d'être solide, de durer sur la longueur. Moi, quand j'ai créé justement Ballman, quand on a créé avec mes partenaires, pour moi, le plus important était de créer quelque chose pour durer. On ne voulait pas juste venir faire sortir des NFT, vendre, merci, au revoir. Pour nous, c'était vraiment de créer dans la longueur. Donc oui, pour le plus important, et c'est pour ça que le partenariat avec Roland Garros était très important parce que c'est le premier vraiment dans le monde du tennis. En plus, le plus gros tournoi, ça prouve vraiment qu'on est solide et qu'on peut apporter des choses à ces tournois qui justement recherchent aussi de créer des synergies avec le Web3. Donc on essaie de faire évoluer, on se bat pour trouver d'autres partenariats justement. Oui, l'envie est d'essayer de trouver les autres grands chelems, d'autres tournois aussi. Moi, forcément, puisque je fais partie des créateurs, mon nom est complètement dedans et on essaie de faire évoluer au maximum. Tu as réussi déjà à attirer quelques autres grands joueurs, notamment, on le voyait ici aujourd'hui, Grégoire Barrère, qui a rejoint le projet assez tardivement, en début d'année, mais qui était joueur aussi au départ. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs du circuit que tu connais qui ont eu écho de Bollman et qui ont été intéressés pour participer? Bien sûr, on en parle, j'en ai souvent parlé avec d'autres joueurs et tout. C'est vrai que là, on est en discussion un peu approfondie avec certains joueurs qui, j'espère, vont rentrer concrètement dans le projet. Je ne peux pas encore donner les noms, mais ça risque d'arriver prochainement, donc vous serez au courant bientôt. Mais oui, l'envie est vraiment d'ouvrir au maximum et de développer au maximum avec les joueurs de tennis, mais aussi avec la communauté, avec les tournois, pour vraiment regrouper ce monde du tennis dans le Web3.
De l'invention de l'écriture à Internet, en passant par la roue et le moteur à combustion, notre monde n'a jamais cessé d'évoluer. Toute technologie est une manifestation de la raison humaine et nous avons façonné le monde à travers elle en fonction de nos besoins matériels et de nos aspirations. Dans ce long sillage remontant aux origines de notre espèce, le monde fait aujourd'hui place à l'IA, l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de techniques permettant à une machine de simuler l'intelligence humaine, préalablement traduite sous forme de code informatique. Les débuts de l'IA remontent pourtant aux années 1940, avec les travaux du mathématicien et logicien Alan Turing sur les machines universelles. Puis dans les années 1950, il y a eu un nouvel essor avec des chercheurs comme John McCarthy, Marvin Lee Minsky et Claude Shannon. Ils développaient à l'époque des théories sur l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones. Dans les années 1990, début des années 2000, l'émergence du Web 2 a été capitale. Cette période est marquée par une croissance rapide de l'IA, avec de nombreuses avancées significatives dans les algorithmes, les données et les applications, ouvrant ainsi la voie à l'utilisation généralisée de l'IA dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. En 2022, le secteur a été littéralement propulsé sous les feux des projecteurs grâce à des outils tels que Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney et plus récemment ChatGPT. En effet, ce dernier a réussi l'exploit d'atteindre le 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours, dépassant ainsi les performances de l'iPhone d'Apple, d'Instagram, de Spotify, d'Airbnb et Netflix. C'est une course contre la montre qui s'est déclenchée pour tous les géants de la technologie. Nvidia abandonne complètement les machines de mining et se tourne désormais vers l'IA. Facebook va aussi concentrer ses investissements sur l'IA pour l'année 2023, laissant sur le côté son projet de métaverse. Microsoft a pris une longueur d'avance en ayant investi 10 milliards dans OpenAI, la société qui a lancé ChatGPT. La dernière version du chatbot est désormais implémentée dans le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Cela pour améliorer l'expérience utilisateur tout en essayant évidemment de prendre des parts de marché à son concurrent. Google reste en tête avec son moteur de recherche et a lui aussi lancé son propre chatbot, surnommé Bard, disponible au public gratuitement. L'IA devient de plus en plus incontournable, créant de véritables bouleversements dans nos sociétés et dans nos vies. À quoi peut ressembler un monde baignant dans l'IA ? Nos chères crypto-monnaies sont-elles passées de mode face à l'IA ou ont-elles un rôle à jouer ? Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes ? Fais-le moi savoir en commentaire.